La fête de la Toussaint, célébrée aujourd'hui 1er novembre par la communauté chrétienne catholique, une journée marquée par des célébrations eucharistiques. En politique, sortie du mouvement des jeunes de l'Union nationale suite au projet de révision de la constitution gabonaise, vous écouterez tout à l'heure le discours du coordonnateur national de ce mouvement. C'était le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et merci encore d'avoir choisi notre chaîne de télévision pour vous informer. Comme annoncé en titre, la Toussaint, cette fête catholique célébrée tous les 1er novembre met à l'honneur tous les saints à travers des célébrations eucharistiques dans différentes paroisses et bien évidemment l'église Saint-Michel de Nkembo n'est pas restée en marge de cette célébration. Fabiola Mengue, Bertrand Koumileka. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux des témoins du Christ. L'évangile des béatitudes lu au cours de la messe emmène les fidèles à mieux comprendre la Toussaint. En somme, il est mieux de rappeler de ne pas confondre la Toussaint, fête de tous les saints, et la commémoration des fidèles défunts, fêtée le lendemain. De nombreux compatriotes se sont donc rendus ce matin dans les cimetières, un rituel observé chaque année à l'occasion justement de cette célébration de la Toussaint. Reportage. Amen. Nous sommes venus là pour revoir encore nos vies à sa tombe. Ce n'est pas pour pleurer. Nous tous, nous savons, nous pleurons nous tous. Et nos vies nous ont quittés. Vraiment, comme on peut le dire, par un accident. Nombreuses sont les familles qui ont investi ce 1er novembre les cimetières, à l'exemple de celui de Mindoubé, comme il est de coutume chaque année, à l'occasion de la célébration de la fête de la Toussaint. Se recueillir devant les tombes des proches disparus, un rituel que certains tentent bien que mal d'expliquer. Le novembre représente une joie d'abord. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que mon père est roi et j'ai la ferme conviction qu'il est monté aussi assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je suis venu nettoyer la terre, le tombeau de mon papa. On est venu lui donner un peu ce qu'il a fait l'habitude de prendre. Voilà, c'est un peu ça. Vous savez que le 1er novembre, c'est une fête nationale pour les chrétiens. Et on ne peut qu'avoir accès au cimetière rien que le 1er novembre. Donc voilà pourquoi on est obligé de venir ici le 1er novembre, venir faire cet acte, comme vous le voyez très bien. En dehors du nettoyage. En dehors du nettoyage, vous savez, c'est toujours, la tradition veut ceci. Nous avons apporté un peu de jus, comme ça les enfants, un peu de jus, un peu de biscuits et bien boussé. En fait, manger ensemble que. Nettoyage des tombes, renouvellement des gerbes de fleurs et communion avec les morts ont ponctué cette journée où l'on célèbre tous les saints. Une fête pourtant mal perçue chez bon nombre de serviteurs de Dieu. Mal perçue par certains serviteurs de Dieu, comme dit ici par le pasteur José, expliquant que cette célébration fait appel à des entités mystiques. Nous l'écoutons. Déjà, l'origine de cette fête, ça part d'un texte que je vais lire dans Genèse chapitre 50, verset 25. La Bible nous dit que Joseph fit jurer
les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc, l'une des choses, c'est ce texte-là qui a été mal traduit hors de son contexte. Et la seconde chose, c'est que l'Église catholique a été conçue sur les décatombes. Donc, il y avait des périodes de guerre, de conflit, et les gens se cachaient dans des grottes. Les gens ont convenu qu'à partir de cela, ils devaient commencer à vénérer ou à adorer les reliques. Parce que le système de reliquaire est un système qui est hautement sorcellaire. Ça, il faut le dire. Qui est hautement sorcellaire. Parce que Joseph n'a pas demandé à la communauté ou aux Hébreux d'adorer les eaux. Il a seulement demandé de déplacer. Comme lorsqu'on fait une incinération, on peut enlever un corps pour mettre ailleurs parce qu'on a besoin de la terre. Parce que les eaux de Joseph devaient être prophétiquement établies dans ses origines. Dans ce que l'Église fait aujourd'hui, la Toussaint, on ne peut pas fêter le mort. Déjà, le culte des morts, quand on parle de mort, les morts n'ont pas de contact avec les vivants. C'est de un. La seconde chose, c'est que dans les cimetières, il y a des revenants, il y a des fantômes, il y a une panoplie d'esprits. Et chaque fois qu'on va à un cimetière pour parler ou pour décréter quelque chose, on fait appel à des esprits. On fait appel à des entités. Et le plus souvent, ceux qui gèrent ces choses-là, il y a une catégorie d'anges déchus qui est responsable, qui est spécialisée pour gérer le culte des morts. Donc que ça soit les messes de requiem, parce que là on parle de la Toussaint, on va nettoyer les cimetières. Normalement, il est normal de nettoyer les tombes, mais on ne le fait pas. Il n'y a pas une fête spéciale, on ne peut pas vénérer la mort. La mort n'est pas déjà une bonne chose. Donc, ces esprits que l'on appelle lors de ces rituels-là, quand ils font des rituels, ils versent du vin, ils versent ceci, parce qu'à partir du moment où tu prends le vin, tu mets sur une tombe, bien tu mets sur la terre, tu fais appel à un esprit. Parce que l'esprit de la terre, l'esprit marin, l'esprit des forêts sont des esprits qui ont des alliances avec les esprits du second ciel. Donc un esprit de mort, ou sous l'esprit qui gouverne la mort, n'est pas un caporal, c'est un général. Donc chaque fois que dans les cimetières, on a cette pratique de la Toussaint, simplement on réveille la mort. 1. Dans l'éducation. 2. Dans l'économie. 3. Dans la politique. Dans nos coutumes déjà, en tant qu'Africains, dans les coutumes, la plupart des ethnies ont, je prends le cas par exemple du culte du Béri, chez les femmes du Nord. Le culte du Béri, c'est les nés qui gèrent le culte du Béri. Donc ils gardent des crânes, ils gardent des reliques. Est-ce que le reliquaire que les catholiques ont et les crânes que les nés d'une famille gardent au village, où est la différence? Est-ce qu'il y a des reliques qui sont saintes? Parce que savoir que les saints ne sont pas morts. Donc c'est une pseudo-doctrine qui amène les gens à s'avilir eux-mêmes. Parce que dans le cas du Béri, lorsque l'aîné ne gère pas bien le reliquaire, le cadet va également prendre ses morts, va vraiment sacrifier des personnes pour avoir des reliques. Donc déjà en somme, quand on parle du culte des morts, on parle des reliques. Quand on parle des reliques, on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, 1, pour Dieu, c'est la désobéissance. 2, c'est la sorcellerie. 3, c'est la rébellion. Donc il est important, il est important pour les chrétiens nés de nouveau, que l'on soit catholique, protestant ou pentecôtiste, parce que même les protestants aujourd'hui sont repartis à cela, les retraits de deuil. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que ces choses-là sont nées d'une pensée. L'Église catholique a vu qu'ils pouvaient garder les gens dans l'Église, aussi nombreux qu'ils pouvaient les garder, tout en véhiculant leurs coutumes. Parce que les coutumes du village, les coutumes des traditions sont entrées dans l'Église. Ça n'a rien à voir. Il y a nulle part la Bible, on nous demande de célébrer le culte des morts. C'est écrit nulle part. Ce texte-là, je n'ai pas simplement dit à ses frères, à sa communauté de prendre ses eaux, d'entrer quelque part. Donc ça n'a rien à voir avec le culte des morts ou une quelconque fête de la Toussaint. Une occasion bien indiquée pour évoquer les origines de cette fête, voir si elle est ou pas en rapport avec ce qu'enseignent les Saintes Écritures sur les rapports entre les morts et les vivants. C'est l'analyse d'Arnaud Mba Bokung de ce soir.
Le 1er novembre de chaque année, c'est la célébration de la Toussaint, la fête de tous les saints par l'Église. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation par l'Église catholique notamment et sont donnés un modèle, l'Église sait très bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est pourquoi, en ce jour de Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. C'est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La Toussaint est donc une solennité de l'Église catholique latine dont la célébration liturgique commence au Vêpres le 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Et dès le IVe siècle, l'Église syrienne va enfoncer le clou en consacrant un jour à fêter tous les martyrs dont le nombre était devenu si grand qu'il rendait impossible toute commémoration individuelle. 3 siècles plus tard, dans son effort pour christianiser les traditions païennes, le pape Boniface IV transformait un temple romain dédié à tous les dieux, Dieu avec petit d, le Panthéon, en une église consacrée à tous les saints. Cette coutume se répandit en Occident, mais chaque église locale les fêtait à des dates différentes jusqu'en 835 où elle fut fixée au 1er novembre. Dans l'église byzantine, c'est le dimanche après la Pentecôte qui est consacré à la fête de tous les saints. Ce bref rappel des origines de la Toussaint nous amène à nous interroger si la fête de la Toussaint est-elle réellement religieuse. Au regard des origines de cette fête évoquée ci précédemment, on comprend bien quelle est la pensée d'un homme si ce n'est un courant de pensée ou une idéologie. Il apparaît évident qu'elle n'est pas une fête religieuse, mais plutôt occulto-reliquaire latino-byzantine. Voyons à présent ce que dit la Bible au sujet des rapports entre les vivants et les morts. Au livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6, les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Et ce texte nie alors toute possibilité de communication entre les morts et les vivants, car il poursuit que les morts dorment, ils sont inconscients. Alors, dans l'état de sommeil ajouté à l'inconscience, on ne peut ni boire, ni manger, ni voir, encore moins se communiquer. Ainsi, Lazare, après 4 jours au séjour des morts, la fille de Jairus, chef de la synagogue de Capernaum et Jésus lui-même n'ont guère expliqué la condition existentielle du mort puisqu'ils y étaient. Autrement dit, tout ce qu'on a observé ce matin dans les cimetières de Libreville, de l'intérieur du pays, y compris de nos villages, est contre la volonté de Dieu, Dieu avec grand D, maître de l'univers, et va donc à l'encontre des Saintes Écritures, et cela s'apparente alors à de l'idolâtrie. Et pour refermer ce dossier consacré à la célébration de la Toussaint, allons-y voir les activités commerciales qui se développent bien évidemment autour de cette célébration. Reportage. Autour de la fête de tous les saints se greffent des activités commerciales. Ces commerces, installés exclusivement le 1er novembre aux abords des cimetières, offrent aux personnes venant se recueillir une variété d'artifices pouvant embellir la dernière demeure des disparus. Serge Aimé Daniel, un de ces commerçants, reconnaît le bon chiffre d'affaires réalisé le jour de la Toussaint. On a des choix variés, des bouquets, des propositions qui diffèrent aussi par rapport aux variétés, parce que dans les fleurs, il y a plusieurs variétés. Vous avez des fleurs à pétales, vous avez des fleurs à glands, vous voyez. Donc du coup, ça fait que le client a le libre choix, soit de prendre des fleurs à glands ou des fleurs à pétales pour bien sûr faire ce dont il a besoin. C'est tout le 1er novembre, donc beaucoup d'entre nous se préparent le 30, le 31 et puis du coup, le 1er quand on arrive, nous avons toutes les cartes à la disposition de la clientèle. Cette pratique des commerces aux abords des cimetières chaque 1er novembre illustre bien l'idée selon laquelle l'on ne pense qu'aux morts le jour de la Toussaint, où l'on célèbre pourtant tous les saints et non les morts. Rien à voir avec ceux qui précèdent, les contrôles incessants et la hausse du prix du carburant contraint les chauffeurs de taxi à revoir le coût du transport à la hausse ou à la baisse, suivant ce reportage que nous proposent nos confrères de Média Plus. Comme il est de coutume, depuis le début de la rentrée effective des classes pour le compte de l'année académique 2017-2018, les taximens de la capitale économique observent une légère augmentation de leurs recettes journalières. C'est très difficile en période de saison sèche. Bon, en période de l'année scolaire, lorsque tous les élèves sont
en rentrée, que tout va bien. Bon, on essaie quand même de joindre un peu. J'ai essayé un peu de poser la question aux collègues. Ça va un tout petit peu, mais pas comme auparavant. Un tout petit peu seulement. Mais c'est pas facile. Mais on fait avec, en espérant voir un peu le futur. Mais oui, parce qu'il y a les enfants, on a pu avoir quelque chose par rapport à avant. Malgré le flux des milliers d'apprenants qui sollicitent monter à bord des taxis, ce dernier a tenu à décrier l'inflation du prix du carburant qui serait un manque à gagner. Le carburant, en une année, on l'augmente 3 fois. Ça va de 470 à 510 et tout récemment 520 francs. Imaginez-vous que vraiment, avec la baisse de clientèle, est-ce qu'on pourra rejoindre les deux bouts? C'est très difficile pour nous. Sans oublier les contrôles incessants des agents de force de l'ordre qui parfois sont à l'origine du retard des élèves enregistrés dans les écoles de la ville. Le problème, c'est que l'école a repris. Le matin, le contrôle, de matin à 7 h, les enfants partent à l'école. Les gens sont en train d'aller au boulot. Nous ne refusons pas qu'ils puissent nous contrôler. Mais à un moment, à partir de 18, 9 h, 10 h, ils peuvent nous contrôler, il n'y a plus de problème. Mais qui laisse d'abord aller les enfants à l'école? C'est un retard pour eux. En dépit de ces entraves, l'année scolaire demeure une période très favorable pour les taximens au Gabon. Dans le volet santé, poursuite de la campagne de sensibilisation sur le dépistage des cancers féminins emmenée par l'association de soutien aux femmes atteintes du cancer. Pour cette nouvelle étape, la ZAFAC était du côté de l'église des Rois Mages d'Akébé. Un reportage signé sur les images de Fleury à Siondo. J'ai détecté à temps. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait la mammographie, l'écho, on a découvert, j'ai été opérée, ça fait 2 ans. Et après, j'ai fait aussi le test du col. Au début, il y avait une petite égratignure, on m'a fait sur un traitement, sur le patient contrôle. Après avoir été dépistée à temps et guérie du cancer du sein, cette femme partage son expérience avec d'autres femmes venues en savoir davantage sur les cancers du sein et de l'utérus à travers la campagne de sensibilisation sur les cancers féminins initiée par l'Association des femmes atteintes du cancer. Pour cette étape qui s'est déroulée à l'église des Rois Mages d'Akébé, il s'est agi essentiellement de la présentation des différents cancers, de l'édification sur les gestes salvateurs et de l'apprentissage de la méthode de l'autopalpation par les spécialistes du ministère de la Santé qui accompagnent cette jeune association. Cet échange du donner et du recevoir s'est fait dans la salle du cinquantenaire, un espace réservé au Père Gérard, un des pionniers de cette église. La ZAFAC m'a appris déjà, j'ai appris 3 points ce soir, des points déjà que je ne connaissais pas sur la maladie du cancer. Déjà, c'est déjà pour moi une bonne chose parce que c'est important de connaître. J'entends parler du cancer, mais je n'ai jamais su quels sont les premiers points tout de suite qui peuvent attirer votre attention suite à cette maladie. Cet après-midi, j'ai appris cela et je suis vraiment contente. Le dépistage précoce est très important. La maladie du cancer, quand on la détecte assez rapidement, elle est prise en charge et donc est traitée. Si malheureusement on laisse traiter les choses et qu'on arrive en centre hospitalier avec, à un stade très avancé, donc avec métastase, là, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Donc il est très important de faire ce qu'on appelle le dépistage précoce. La ZAFAC, pour cette célébration du mois de l'Octobre Rose, va à la rencontre des femmes dans le milieu religieux, un choix qui n'est pas fortuit si l'on considère le nombre important de femmes que l'on y retrouve. Par ailleurs, le dépistage précoce permet aujourd'hui d'augmenter non seulement les chances de guérison, mais aussi de diminuer l'agressivité des traitements de manière importante. Le syndicat national du ministère de la Culture et des Arts, membre du bloc de la seconde voie, accepte de souscrire à la trêve sociale préconisée par le gouvernement. Annonce faite au cours d'une conférence de presse à laquelle prenait part Pierre Parfait Mbadikoumb de notre rédaction. Créé le 22 janvier 2017, le syndicat national du ministère de la Culture et des Arts, en abrégé SINACA, membre du bloc de la seconde voie, s'ouvre à la trêve sociale préconisée par le gouvernement.
nous allons prendre part à cette trêve. C'est la position du SINACA, c'est la position du bloc syndical de la première seconde. En acceptant de souscrire à la trêve sociale de 3 ans, les organisations syndicales signataires du protocole d'accord sont interdites d'engager des mouvements de grève pour quelque raison que ce soit. Au nombre des revendications toujours non satisfaites des agents du ministère de la Culture et des Arts figure le paiement des 3 mois d'arriérés de salaire des agents payés sur subvention, la réforme du Bugada, l'application du statut de l'artiste dont le texte se trouve actuellement au Parlement et l'application des droits d'auteur. Le président du SINACA justifie son adhésion à la trêve sociale. Donc pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est que nous mettons un accent particulier sur la discussion, le dialogue et les négociations avec le gouvernement, compte tenu de la particularité de notre ministère, qui n'a pas une force de dissuasion pour le moment, de se doter des moyens coercitifs pour influencer, sinon imposer au gouvernement certaines résolutions à nos problèmes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut quand même, malgré les syndicalistes, enfin, malgré les actions syndicales que nous posons, il faut quand même reconnaître et saluer les efforts entrepris par le gouvernement à travers le ministre d'État, le ministre de tutelle, notre ministre Alain Claude, qui jusqu'à présent se montre favorable à discuter, à échanger avec les syndicats. La volonté manifeste du gouvernement à trouver des solutions aux difficultés des agents du ministère de la Culture et des Arts justifie le choix du SINACA. Au nombre des difficultés exposées ayant reçu une réponse favorable, on note le retour de la fête des cultures, la réhabilitation du ministère de la Culture et des Arts et la finition des travaux du bâtiment annexe. Célébré le 31 octobre, le 17e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est passé sous silence à Libreville, mais notre rédaction s'est intéressée au regard de l'UNOCA sur cette résolution dans les pays de la sous-région. Écoutons à cet effet l'un des consultants qui est ici au micro d'Inès Ngunga Mombo. Quand on parle de la résolution 1325, c'est l'implication des femmes, la présence des femmes à la table des négociations, la présence des femmes dans les processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits, mais aussi la prise en compte de leurs besoins sexo-spécifiques quand il s'agit par exemple de considérer ou de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Les problèmes sécuritaires ne se résument pas à une sécurité dans l'absolu. Il faut que cette sécurité concerne tous les aspects humains, ça veut dire les aspects de l'égalité homme-femme. Donc il faudrait qu'avec la résolution 1325, tous les avatars de la société de la région de l'Afrique centrale, ça veut dire les inégalités hommes-femmes, puissent trouver une solution à travers les processus politiques. Donc c'est ça l'objectif ou la raison d'être de la résolution 1325 dans les processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits dans la région de l'Afrique centrale. Et là où il n'y a pas de plan d'action nationaux, la résolution 1325 peut aussi servir de levier pour la transformation de la société. Parce que comme vous le savez, dans chaque pays et au niveau régional, il y a des systèmes de prévention des crises. Il y a des systèmes d'instauration de la paix et de la sécurité, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Donc nous voudrions, et d'ailleurs c'est dans la perspective de l'UNOCA et de la CAC, la mise en place d'un plan d'action régional sur la mise en œuvre de la résolution 1325.
Je vous l'annonçais en titre, le mouvement des jeunes de l'Union nationale était face à la presse ce matin au siège de ce parti de l'opposition, informer le plus grand nombre de sa position en ce qui concerne le projet de révision de la Constitution gabonaise, une position ferme, expliquée en ces termes, non à la révision constitutionnelle. Écoutons à cet effet le coordonnateur national de ce mouvement de jeunes. La situation de notre pays n'a plus besoin d'être décrite autrement que par le vol du vote des Gabonais et des assassinats du 31 août 2016. À ces deux grandes préoccupations, il y a lieu d'ajouter la révision de notre Constitution. Aujourd'hui, face à cette situation, une question digne et juste se fait entendre. Que faisons-nous finalement de notre pays? Cette interrogation suscite plusieurs réponses comportementales, intellectuelles et éthiques. Il y a ceux qui estiment qu'il est grand temps de tourner la page ou de passer à autre chose. Pour eux, le sang des Gabonais sauvagement versé n'a pas de valeur, ou que les Gabonais et Gabonaises qui avaient été ainsi tués n'avaient plus besoin de vivre. Ils acceptent donc que n'importe qui chante victoire sur le sang précieux des Gabonais. C'est la pensée prônée par ceux qui étaient à vendre et qui ont rapidement été achetés tel un habit dans la friperie. Leur jeu d'espionnage fini, ils ont été appelés à leur maître. Il y a ceux qui observent un silence complice de la situation actuelle de notre pays. C'est le cas des hommes de Dieu et des magistrats qui, respectivement, ont prêté serment devant Dieu et devant le peuple gabonais pour conduire le peuple dans la paix, instaurer la justice et défendre l'état de droit. Nous sommes surpris par leur silence devant autant d'injustices au sommet de l'État. Le dernier cas, et pas le moins regrettable d'ailleurs, concerne tous ceux de l'opposition qui estiment que face à la barbarie, aux injustices et à l'insolence du pouvoir actuel, il y a lieu de céder à la peur et au découragement. Pour cela, ils préfèrent faire confiance à la France via des diplomaties souterraines ou aériennes qui nous sortiraient de l'enfer. Ils semblent ignorer que cette même France est aussi au service de cette même famille depuis des décennies. Je parle bien de la famille des Bongo. De toutes ces injustices et abus de pouvoir, la jeunesse de l'Union nationale ne saurait se taire. Ainsi, comme le dit Frantz Fanon dans son ouvrage intitulé « Les damnés de la terre », chaque génération doit par une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Pour le mouvement des jeunes de l'Union nationale, il est hors de question de trahir notre mission dans le respect de la souveraineté du peuple gabonais et le respect de sa constitution de 1991. Nous ne laisserons pas l'illégitime toucher à ce qui est légitime. C'est pourquoi nous pouvons être la honte de notre génération en la trahissant et refusant que l'on nous jette dans la poubelle de l'histoire. Nous, jeunes de l'Union nationale, affirmons du haut de cette tribune que nous ne saurons tolérer cette forfaiture de trop du pouvoir. Et ce, quel qu'en soit le prix à payer. De ce fait, nous appelons la jeunesse gabonaise du Nord,
du Sud, de l'Est et de l'Ouest, toute la jeunesse de l'opposition et même celle du PDG a sauvé la République et dit solennellement non à la révision constitutionnelle. Autre mouvement des jeunes, celui du Conseil national de la jeunesse du Gabon. En effet, le nouveau bureau était face aux leaders des associations et mouvements de jeunesse du Gabon. Une rencontre qui intervient après que cet organe consultatif ait fait l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux. Plus de détails avec Pierre Parfait Mbadikoumb. Depuis 7 mois, après son installation, le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Gabon a conjugué avec les leaders des associations et mouvements de la jeunesse du Gabon. Une rencontre qui intervient après une série de critiques virulentes dans les réseaux sociaux des jeunes qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Selon certains d'entre eux, le bureau de la CNJG campe sur l'opacité et l'ouverture à minima aux avis de la majorité de la jeunesse. Il était question aujourd'hui donc de rassembler la majorité de ces jeunes leaders-là, de les consulter sur la marche de la conduite à donner à ce conseil, de sorte à ce qu'il soit d'abord le plus représentatif possible, mais qui en plus puisse redonner, qui nous aide à redonner nos lettres de noblesse à cette institution auprès des plus hautes autorités, qui sont notre premier partenaire pour accompagner la jeunesse de notre pays. Il a dénoncé malheureusement que la majeure partie des leaders n'ont pas répondu présent, certainement pour des préoccupations plus urgentes, mais comme je l'ai dit lors de notre rencontre, ce n'est que la première d'une longue série que nous comptons initier, de sorte à répondre à ces récriminations qui ont été longtemps faites. Il ressort que ceux qui sont arrivés ont répondu favorablement et ont salué cette démarche. Donc comme je dis que nous entendons pérenniser, nous avons mis en place un conseil consultatif qui va voir donc intervenir l'ensemble de ces jeunes leaders pour donner leurs sentiments sur des questions de jeunesse sur lesquelles nous aurons à nous prononcer dans les jours à venir. Cette rencontre intervient également au lendemain de la participation du CNJG au 19e Festival de la jeunesse et de l'étudiant en Russie. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon est une plateforme mise en place par les autorités pour permettre aux jeunes de se rassembler et de discuter entre eux des problèmes qui minent leur quotidien, de faire remonter ces préoccupations vers ces autorités. Le CNJG est consulté notamment lorsque l'État veut mettre en place des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Et au volet sport de ce journal, il s'agit essentiellement des quarts de finale du championnat de tennis qui se tiennent au club Saouti de Libreville. Euphrem Biyogo Edo. Les premières oppositions liées aux quarts de finale de la 16e édition du championnat national de tennis se sont tenues sur le cours du club Saouti de Libreville. Pas de grande surprise, les favoris se sont fait distinguer en disposant respectivement de leurs adversaires du jour par des scores assez larges, à l'exemple de cette opposition en simple monsieur entre Paterne, Ogombe et Faubert, vainqueur du premier cité, 6-0, 6-3, idem pour Willy Benji qui accède en demi-finale après avoir disposé du jeune et peu expérimenté Omoko Mangamon sur 2-7-0, 6-1 et 6-3. Même cas de figure entre Guimaël Mikolo et Stéphane Ongono, score assez serré, 6-4, 7-7, après 2 manches de jeu. Au moment où nous quittons les lieux, Igor Biyamba et Dandy étaient aux prises. Le second cité s'en est plutôt bien sorti en remportant les 2 manches, 6-1, 6-3. Les enfants avaient besoin de ce genre de manifestation, de compétition. Ils voulaient, c'est vrai qu'ils s'entraînent eux-mêmes sans qu'il y ait un tournoi au bout. Dès qu'ils ont appris qu'il y avait tournoi, ils sont venus nombreux, comme je vous le disais tantôt. Là, nous sommes en train de jouer les quarts de finale. Les demi-finales se jouent jeudi. La 3e, la 4e place se joueront vendredi. Samedi, c'est les finales, finale Saint-Monsieur et finale Dame. Donc j'invite le public à venir nombreux. Ce tournoi devrait connaître un vainqueur dans chacune des catégories. Et résultat, samedi prochain au club Saouti.
en expression libre, dites-nous simplement que vous rappelle la date du 1er novembre. Comme l'ont dit certains dans son micro-trottoir réalisé par Rosine Goué, la Toussaint est bien la fête de tous les saints, mais elle est souvent confondue à celle des défunts, célébrée le lendemain, donc le 2 novembre. Voilà, c'est sur ce que nous refermons cette page d'information. Merci encore d'avoir été des nôtres. Au revoir.